Alors, on va commencer cette nouvelle conférence dédiée aux expérimentations partout dans le monde et qui a comme objectif très très simple de vous prouver que le revenu de base, c'est très efficace dans plein de domaines, quelquefois attendu, quelquefois complètement surprenant, mais en tout cas, c'est positif. Donc, je conclurai, je peux vous le dire tout de suite, par l'idée que ça ne sert à rien d'expérimenter puisqu'on prouve déjà que c'est efficace, que ça marche, qu'on a déjà plein de stratégies possibles. Il y a une trentaine de propositions réalistes et réalisables en France qui sont déjà recensées sur notre site. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez voir ailleurs, tout est fini. Mais voilà, très concrètement, je vais m'appuyer sur la carte des expérimentations que vous retrouverez sur le site revenudebase.info. Je vais m'appuyer aussi sur une expérience de militante depuis 12 ans qui m'a fait rencontrer au moins 1 millier de personnes que j'ai pu interpeller avec cette fameuse phrase: imaginez, si vous aviez un revenu de base, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et aussi des sondages. Donc vous pourrez tout retrouver sur le site pour en savoir plus. Là, je vous propose une synthèse, avec l'aide d'Angelica qui enrichira notre carte des expérimentations. Alors en avant-propos, je vais être honnête avec vous, mais peut-être que vous l'aurez remarqué, pour l'instant, il n'existe aucun revenu de base dans la définition complète, puisqu'un revenu de base, c'est donc un revenu qui est donné de façon individuelle, ça existe, de façon inconditionnelle, ça déjà, c'est beaucoup plus rare, de façon cumulable, ça va, de façon universelle, non, ça on le saurait. Donc sachez déjà que je vais vous parler d'expérimentation de revenus de base sans que ce soit évidemment de vrais revenus de base, puisque aucun n'est universel, sinon on ne serait pas là. C'est aussi une autre limite de ces expérimentations, c'est qu'elles sont très très diversifiées. Donc avantage, il y en a vraiment partout dans le monde. Inconvénients, elles ont été, comme elles viennent de chaque région ou de chaque pays, elles sont configurées très différemment. Donc différemment par rapport aux époques. Je vais vous parler d'expérimentation depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Différentes aussi selon la durée. Donc ça va de 40 ans en Alaska ou en Caroline, ou de 1 an et demi par exemple en Namibie. Donc vous voyez que c'est quand même très très large. Les périmètres aussi, on passe de 11 SDF à Londres à plusieurs milliers de personnes, puisque pour certains États, c'est toute leur population qui est touchée. On parle aussi de différents montants et différentes régularités de versement. Ça va passer de quelques euros par jour, par exemple, ou un seul virement par an. Et le montant sera suffisant ou pas selon les versions. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de chaque version, vous les retrouverez sur la carte. Et sachez aussi que ce qui fait que tous ces périmètres et toutes ces expérimentations ne sont pas transférables telles quelles, c'est que les leviers de financement sont différents. On va trouver des expérimentations qui sont financées par des collectivités, un État, une région ou une ville. On va trouver aussi des financements par des dons, alors des dons d'individuels ou des ONG qui de plus en plus préfèrent ce type de soutien à des populations que des aides, par exemple alimentaires, etc., qui viennent contrecarrer l'économie locale ou qui peuvent être détournées pour corruption, par exemple. Donc ça se développe. Il y a aussi certaines expérimentations qui sont fondées sur les ressources locales. Donc par exemple en Alaska, je viens d'en parler, c'est basé sur le pétrole, comme au Koweït ou en Iran. Et en Caroline, c'est plutôt basé sur un casino qui a été installé et avec une exigence qu'une partie des bénéfices soit reversée directement à la population cherokee de la réserve naturelle qu'il y a là. Donc certains financements sont complètement transférables, d'autres non, évidemment. Donc on ne peut pas non plus élargir comme ça au monde entier d'un seul coup sur cette base-là. Alors pourquoi oui, une dernière différence, c'est que pour certains, ils vont partir sur de l'euro ou des livres ou des dollars, suivant l'endroit, mais certains vont aussi partir sur la création monétaire. Donc on va reparler cet après-midi de la monnaie libre, on va reparler aussi de la monnaie complémentaire, citoyenne et locale, avec Frédéric Bosquet qui vous présentera justement une monnaie de transition écologique, économique et rurale. Et on voit aussi dans les expérimentations la Corée du Sud, par exemple, qui a créé une monnaie locale sur toute une région pour revitaliser, pour réorienter la consommation des jeunes, en l'occurrence pour la région. Donc voilà, on peut avoir de la monnaie commune et on peut avoir d'autres types de monnaies qui sont créées.
Alors, toutes ces différences se rajoutent en plus aux différences purement culturelles et puis au système social déjà existant sur le territoire. Quand on habite en France, on l'oublie souvent, mais on a quand même un filet de sécurité qui est quand même plus intéressant que la grande majorité des pays dans le monde, même s'il est plein de trous, même si. N'empêche qu'un revenu de base essayé en France ne sera évidemment pas comparable directement à un revenu de base essayé en Inde ou même en Finlande, etc. Donc je vais essayer de vous brosser un peu toutes ces expérimentations au-delà de ces différences. Et pourquoi c'est quand même intéressant, c'est que les résultats sont tous convergents. On retrouve toujours les mêmes effets partout, quelles que soient toutes les différences que j'ai pu vous citer. Donc je vais plutôt m'atteler, plutôt que de rentrer dans tous les détails, je vais vous raconter quelques petites histoires quand même parce que j'aime bien, mais je vais plutôt vous brosser les différents types d'effets. Et bonne nouvelle, d'avance, je m'auto-spoil, ils sont tous positifs. Donc voilà, c'est en ça que c'est intéressant quand même de découvrir les expérimentations et de s'appuyer dessus, notamment pour répondre à certaines questions. Voilà. Donc la première question que je vais aborder, alors je vais aborder plusieurs thèmes, je vous les présente un peu en apéritif. On va parler de la pauvreté, puisque c'est la première intention d'un revenu de base, la plupart du temps. On va parler de santé, on va parler de démocratie, de sécurité, de paix sociale, d'économie aussi, et aussi de différents types de populations qui ont pu être ciblées dans certaines expérimentations, comme les femmes, comme les jeunes ou les entrepreneurs. Donc, avec tout ça, donc je vais m'appuyer sur cette fameuse carte des expérimentations et, comme je vous disais, d'expériences de rencontres réelles dans l'éducation populaire qu'on réalise au MFRB et aussi des sondages. On commence avec l'aide d'Angelica, merci beaucoup. On va commencer par un premier thème, c'est de la sécurité individuelle à la cohésion sociale. Alors, la première attente d'un revenu de base, c'est d'abord d'assurer la sécurité matérielle. Et ça marche. Bon, ça, je peux déjà vous le dire. Donc, autant pour réaliser l'ambition de Victor Hugo, qui était d'éradiquer la misère, voilà, c'était il y a plus de 100 ans, que pour appliquer en vrai, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous promet déjà, qui nous donne officiellement, je cite, un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux. Donc vous ne le saviez pas, mais vous aviez déjà un droit au revenu de base. Bon, en vrai, il n'est pas encore tout à fait appliqué. On est là pour ça. Donc, je vous renvoie à la conférence de ce matin sur le revenu de base comme un nouveau droit humain pour justifier le côté moral et philosophique de ce revenu de base. Là, je vais rester sur du très concret. Donc, en Namibie, par exemple, on a quelques chiffres. La malnutrition infantile a été divisée par 2 et les consultations médicales ont été en hausse. Alors pourquoi ? Parce que quand on est très pauvre, en Namibie en plus, mais sans doute un peu partout, et qu'on ne peut pas se payer des soins, eh bien c'est très simple, on n'y va pas. On ne va pas chez le médecin et on attend d'être très malade pour aller consulter. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que le fait d'avoir un revenu de base et une sécurité minimale, ça permet de s'autoriser à aller voir dès qu'il commence à y avoir des petits symptômes, etc., pour éviter que ça empire. Et donc, en termes sociétal, c'est quand même un coût ce fait d'attendre quand il est souvent trop tard. En Inde, on a aussi le poids des bébés, surtout le poids des bébés filles qui a été compté, évalué, et il y a plus de 25%. Donc on voit, et seulement ces 2 expérimentations-là, donc en Inde comme en Namibie, n'ont duré que 1 an et demi. Donc vous voyez, on a déjà ces effets-là sur 1 an et demi de revenus de base. Alors je vous cite, mais très rapidement, parce que je pense que c'est assez évident que la sécurité matérielle est plus couverte avec un revenu de base. On a des résultats au Kenya, en Ouganda, mais aussi aux USA ou en Europe, et notamment sur la nourriture, sur le logement, sur les soins aussi. Donc c'est pour ça que on a placé d'abord la sécurité matérielle avec tous les besoins nourriciers, le besoin d'un abri et besoin de soins comme base. Jusque-là, ça semble assez évident. Ce qui est un peu plus interpellant et qui permet de répondre à certaines angoisses de personnes, parce que les gens, mais qu'est-ce qu'ils feraient avec ce revenu de base ? Donc, beaucoup d'expérimentations ont testé justement les achats. Qu'est-ce que les gens vont acheter avec cet argent en plus ? Et bien là, c'est très simple. On va passer d'une logique d'achat compulsif à une logique d'investissement.
Par exemple, alors très concrètement, on n'a pas plus de consommation d'alcool, de drogue, etc. Au contraire, dans certaines expérimentations, c'est radicalement moins. Au plus l'expérimentation est longue, au moins il y a de consommation. Au Kenya, au Brésil ou aux USA. Et en termes d'investissement, le premier poste d'investissement, c'est les enfants, que ce soit en termes de nutrition, d'habillement, de formation, etc. Juste après, c'est le logement. Et après, c'est la mobilité. Alors, ça va être s'acheter un permis ou s'acheter une mobilette. Et on va reparler aussi des outils de travail. On voit aussi un choix plus écologique, plus en équilibre avec la nature. Par exemple, en Inde, on a vu que les agriculteurs pouvaient se permettre d'acheter autre chose que du Monsanto, par exemple. Et dans les pays plus au nord, la consommation va plus vers le bio et le local. Donc on peut faire des achats qui ont plus de sens écologique, économique, parce qu'on sait qu'on a suffisamment pour vivre. Je vous renvoie là-dessus à la table ronde qui va avoir lieu juste après sur les expérimentations en France, parce qu'on voit que quand il y a une monnaie locale, ça vient inciter d'autant plus, orienter d'autant plus cette consommation vers l'économie sociale et solidaire, en tout cas des achats qui ont une plus-value sociale et écologique. Je vais vous parler maintenant du troisième effet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a suffisamment pour vivre, on gagne en autonomie. Donc vous savez, égalité, après ou juste avant, on a liberté, et si on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, sans tomber dans une forme de dictature. Et donc l'autonomie, c'est du jour au lendemain, je ne suis plus pauvre, en tout cas plus condamné à l'être, je vis moins de précarité, j'ai moins d'angoisse, et donc je gagne en responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui arrive spontanément. Les gens peuvent plus se projeter. Donc, par exemple, en Alaska et en Caroline, les deux expérimentations qui ont duré le plus longtemps et qui durent encore, puisqu'elles ont été lancées dans les années 80, donc ça fait 40 ans, donc on a quand même un bon recul sur ces deux expérimentations-là, la pauvreté et la dépendance économique ont été divisées par deux. Surtout, touchant les jeunes et les femmes, puisque c'est évidemment ces deux catégories-là qui subissent le plus des inégalités. Alors pour les femmes, je vais vous parler un peu plus précisément des 4 expérimentations aux États-Unis qui ont été faites dans les années 70. On reviendra un peu là-dessus, mais un des effets qui a fait que ce projet a été enterré, parce que sinon c'était plutôt positif, c'est qu'il y a eu des chiffres de divorce. Une hausse de divorce. Alors évidemment, les conservateurs de l'époque, on est dans les années 70 et on est aux États-Unis, faut remettre quand même. Donc il n'y avait pas de salaire, d'aide à la maternité. Et donc ils ont dit ah mon Dieu, mais ça va pas du tout. On est en train de détruire le noyau fondamental de la société qui est la famille. Bon, il y a eu des expérimentations très courtes et il y a une expérimentation sur 12 ans qui ont montré qu'en fait non, le taux de mariage remonte. L'histoire ne dit pas si les dames se sont remariées avec les mêmes, mais en tout cas, on peut imaginer quand même que c'est plutôt une source d'émancipation. C'est-à-dire qu'on reste ensemble, non pas parce que l'autre nous apporte notre sécurité matérielle, mais parce qu'il y a autre chose, peut-être de l'amour ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ça libère la relation au niveau du couple et au niveau aussi de la famille, on reverra ça. Au Canada, pareil, on retrouve une autre indication qui rejoint un peu ça, c'est que le mariage et le premier enfant ont été reculés pendant l'expérimentation. C'est-à-dire que les femmes ont pris plus de temps. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai enseigné dans une partie assez rurale, je dirais, et désertifiée par l'industrialisation du Nord. Et en fait, certaines de mes élèves en collège disaient déjà, moi, comme métier, je serais maman. Parce que finalement, avoir des enfants, c'est une façon de s'insérer dans la société, c'est une façon d'avoir une place qui est reconnue, donc humainement et financièrement. Elle se disait que c'était une orientation tout à fait possible. Et dans l'absolu, pourquoi pas ? Mais seulement si c'est vraiment choisi, et pas pour avoir une sécurité financière. D'accord ? Alors, effet suivant, une fois qu'on a de l'autonomie, il y a autre chose qui arrive, c'est un soulagement, mais qui n'est plus financier, qui n'est plus matériel, qui est psychologique. Beaucoup d'expérimentations, surtout parmi les plus récentes, ont testé le taux de stress. Alors, ne me demandez pas comment ils ont fait ça, mais il y a des résultats très précis. En Inde, par exemple, ils ont compté moins 13,8% de stress.
C'est très précis. Donc, avec cette baisse de stress, on a une hausse de la confiance. Confiance dans la communauté qui nous donne ce revenu de base. On en a parlé ce matin dans la conférence sur un nouveau droit humain. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du collectif vers l'individu a priori dès sa naissance. Et du coup, mais spontanément, il y a la confiance réciproque de l'individu vers la communauté. Et cet individu, grâce à son autonomie, se sent soulagé, reconnu, il n'est plus en train de chercher de l'amour ou de la reconnaissance partout, puisqu'il l'a déjà au moins de cette façon-là. Et donc, il y a plus de confiance dans la vie. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'expérimentation au Canada, qui a été à grande échelle, puisque c'est 2 villes complètes qui ont fait cette expérimentation-là. C'était un levier collectif, donc suite à des élections. Hélas, la majorité a changé de bord aux élections suivantes, donc l'expérimentation a été arrêtée. Et on redécouvre seulement maintenant les résultats. Il y a des résultats qui sont assez flagrants, notamment sur les entrées à l'hôpital. Ils ont compté sur, pareil, 1 an et demi, 2 ans d'expérimentation, moins 8,5% d'entrées aux hôpitaux pour des raisons assez particulières. En tout cas, ce qu'ils ont vu qui manquait comme sollicitation, c'était les accidents de la route ou du travail, les violences conjugales, et c'est à relier, à mon avis, avec une baisse de la consommation d'alcool et de drogue. Et en parallèle, on a aussi une baisse des consultations auprès des médecins, donc les médecins de ville, sur tout ce qui tourne autour des maladies mentales. Donc là, on a des chiffres, on peut prouver qu'un revenu de base, c'est une question de santé publique, s'il fallait argumenter là-dessus. Donc on peut rajouter non seulement la sécurité matérielle, mais aussi la sécurité psychologique. Alors, là pour l'instant, on parle que de l'individu. Mais j'ai déjà parlé un petit peu de ce lien entre individu et collectif. Et en fait, on voit que l'individu va avoir envie de rendre au collectif. C'est naturel, on est des animaux grégaires et on a ce besoin d'appartenance. Et donc, je vous rajoute cette nouvelle entrée, qui est comment on passe de l'individu au collectif à travers un engagement citoyen. On voit effectivement à travers les expérimentations, alors je vais vous en citer quelques-unes juste pour vous allécher. En Allemagne, une qui vient juste de se terminer, dont on vient d'avoir les résultats. Les gens, d'abord, sur 1 200 € reçus par mois, d'abord, ils mettent de côté, ils économisent, parce qu'ils savent que ça va durer que 3 ans. Donc là aussi, c'est un biais des expérimentations. Quand on sait que c'est pas toute la vie, on n'a pas les mêmes comportements. Donc là, les gens ont spontanément, en moyenne, économisé 400 €. Et après, sur ce qui restait, ils ont fait quelques dépenses, parmi celles que j'ai déjà citées, mais ils ont aussi fait des dons à leur famille, à leurs amis et à des assos caritatives. Et quand on interpelle les gens dans la rue, certains nous disent moi, j'en ai pas besoin, donc je le donnerai. Et même si on leur dit non, mais les autres, ils l'auront aussi. Non, mais c'est pas grave, je les donnerai à des associations ou des choses. Alors certains, c'est pour les animaux, d'autres, c'est pour contre la pauvreté ou pour les migrants, ou pour enfin voilà. Et là, on voit qu'il y a en plus ce plaisir de pouvoir apporter, même de façon financière. En Inde, l'expérimentation en Inde a été lancée par l'UNICEF et un syndicat de femmes qui s'appelle SEWA. Et ils ont du coup été particulièrement attentifs à l'engagement des femmes dans la vie locale, qui a explosé grâce au revenu de base. C'est elles qui le recevaient. Et elles ont aussi renforcé le syndicat. Et grâce à cet engagement, elles ont réussi à avoir des revalorisations de salaire, par exemple. Donc, petit clin d'œil au syndicat. Un revenu de base ne casse pas du tout le travail des syndicats, ni ne concurrence toute la bataille pour avoir des conditions de travail dignes, etc. Au contraire, c'est un levier d'investissement et d'implication. Et ah oui, non, encore quelques exemples, il y en a tellement. En Caroline, on a vu donc sur 40 ans une hausse de la participation aux élections, surtout chez les jeunes. Donc, quand on essaye de trouver un levier contre l'abstention, merci, et on en a un. Au Brésil, les habitants concernés ont créé un fonds de solidarité permanent qu'ils ont géré directement, démocratie participative, et ils ont, grâce à ça, pu fournir un certain nombre de microcrédits pour appuyer en fait des initiatives locales, ce qui croise l'initiative au Kenya, puisque l'argent du revenu de base a été en partie remis pour revivifier la tontine, les tontines collectives, qui consistent à mettre un pot commun et à le
redistribuer en choisissant collectivement à qui on le redonne. Donc ça a permis de réalimenter cette tradition. En Namibie, enfin, pareil, juste après 1 an et demi, le collectif de citoyens s'est constitué pour aller faire de la pub dans les villages environnants. Et ils ont tellement bien fait qu'ils ont réussi à rallonger leur expérimentation de 6 mois, puisqu'ils ont réussi à avoir d'autres fonds, et que le porteur du projet est devenu ministre du Travail. Donc à suivre. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va enchaîner avec de la paix intérieure à la cohésion sociale. Donc je clôture ma démonstration de ce lien entre l'individu et le collectif, entre le collectif et l'individu. D'abord avec une chute de la criminalité, qui est prouvée, notamment en Namibie et en Caroline, donc 2 expérimentations très différentes. On a moins 40% de criminalité, qui porte surtout sur une baisse de la délinquance des jeunes, et qui est à mettre en parallèle aussi avec une hausse de l'implication des parents dans l'éducation. Donc les parents sont plus présents, se sentent sans doute plus légitimes. À Londres aussi, alors une petite expérimentation de rien du tout, puisque c'est juste sur 11 SDF. Qui est intéressante néanmoins parce qu'ils sont partis d'un calcul. On a parlé tout à l'heure de l'expérimentation de territoire zéro chômeur longue durée. Ils ont fait un peu pareil, ils se sont dit, bon, combien coûte un SDF ? C'est horrible de dire ça. Ils ont juste pris le niveau financier. Alors, on ne parle pas de morale. Ils sont arrivés à un coût de 400 000 livres par an. Alors ça recouvre l'hébergement d'urgence, l'accompagnement social, les aides diverses qui sont données, la santé aussi, donc voilà, tous les soins à l'hôpital, et aussi quelquefois l'intervention de la police ou des dégradations. Donc ils ont fait ce chiffre-là, ils ont fait un pari que s'ils donnaient directement aux gens une somme, c'était plus efficace peut-être que d'avoir ces externalités négatives autour de chaque individu. Et donc ils ont donné 3000 livres par personne, de façon complètement inconditionnelle, avec quand même, ils ont gardé un accompagnement social, et avec juste une question. Qu'est-ce qui, à votre avis, est bon pour vous ? Et les gens étaient complètement libres d'aller consulter l'assistante sociale qui était mise à disposition ou pas, et de dépenser comme ils le voulaient. Juste on leur demandait qu'est-ce qu'ils en avaient fait. Alors, très simple, donc d'abord on retrouve les mêmes schémas. Donc d'abord ça a été pour les besoins très matériels, nourrir, se loger, s'habiller. Il y en a un qui a acheté un dictionnaire ou un passeport, ou voilà. Après ils se sont plus orientés vers quelque chose de un peu plus long terme, donc de la formation par exemple, ou un traitement contre une addiction. Et ils ont repris contact avec leur famille et ils ont osé repartir vers un projet d'insertion professionnelle parce que juste ces 3000 livres versés, ça leur avait redonné un peu de dignité. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Je vous renvoie là-dessus, puisqu'on en reparlera un petit peu. On en a reparlé sur la table ronde de ce matin, revenu de base ou revenu minimum garanti. Donc si vous voulez en savoir plus sur territoire zéro chômeur longue durée, il y avait Isabelle Dorès qui nous en a parlé au nom d'ATD Carmonde. Alors tout ça c'est bien beau, mais c'est a priori si on avait déjà un peu de confiance. Mais si vous avez parlé du revenu de base à quelqu'un, peut-être, sans doute, bon quasiment certainement, vous avez eu cette réponse, oui mais les gens sont fainéants. Et presque tous les gens. Alors les femmes sont fainéantes. Dès qu'elles ont un enfant, on les voit plus. Si elles peuvent faire durer le congé maternité, c'est bien. Après, elles sont absentes pour enfants malades. On les arrête plus. Les jeunes, c'est clair, ils sortent de l'école, ils n'ont pas envie de bouger leur cul de leur chaise. Si on les embauche pas avec leur basket, ça va pas, quoi. Et puis attention, pas n'importe quels horaires. Les étrangers, on sait bien qu'ils veulent notre travail, mais que pour l'argent qui va avec, et que dès qu'ils l'ont, on les voit plus. Les fonctionnaires, je vous en parle même pas parce que je suis concernée et ça va me faire trop mal. Les pré-retraités, ils sont déjà à la retraite. Enfin voilà. En fait, si on scanne un petit peu tous les préjugés sur la fainéantise des gens, il faut juste être un homme de 30 ans, cadre, pour ne pas être trop soupçonné de paresse. Et encore. En fait, les expérimentations nous montrent tout le contraire. Donc ma deuxième partie sera plus orientée vers cette question du travail et de l'économie. Donc la première, je fais une parenthèse parce qu'il y aura une table ronde sur repenser la place du travail. Donc n'hésitez pas à la consulter pour compléter un petit peu ça. Je veux juste vous poser une petite vigilance sur le mot travail. Quand on parle de valeur travail, ça veut dire quoi travail ? En général, quand on parle de valeur travail, on parle de valeur emploi.
puisque la seule forme de travail reconnue socialement, humainement et financièrement, c'est un travail qui serait salarié. À la limite, vous avez le droit d'être à votre compte, mais il faut être rentable. Vous avez le droit d'être fonctionnaire, mais il ne faut pas finir à 5 heures, il faut être vraiment dévoué, etc. etc. Donc, j'ai envie de juste vous questionner sur ce mot de travail. Est-ce que quand on parle de la valeur travail, on parle déjà d'emploi ou d'activité ou de bénévolat ou de passion peut-être ou même ces métiers, on se dit si on les fait, c'est forcément qu'on les aime et donc on les ferait même bénévolement, donc pourquoi pas réduire le salaire par exemple. Et aussi cette question de qu'est-ce qu'on entend derrière le mot travail en termes d'élan. Est-ce qu'on fait un travail pour être payé et pour avoir nos besoins matériels couverts? Est-ce qu'on fait un travail pour contribuer? Est-ce qu'on fait un travail pour rencontrer? Est-ce qu'on fait un travail pour évoluer, pour apprendre, etc., etc. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus parce que ça déborde un petit peu, mais vous allez voir que ça vient rejoindre nos résultats. La réappropriation de la valeur travail. Mais pas avec des dogmes ou des normes collectives, mais vraiment avec un indicateur, une boussole individuelle et qui peut changer. Quand j'ai mon premier enfant, peut-être que mon emploi passe un peu au second plan. Ou si je suis malade, peut-être que mon emploi, je vais avoir besoin de prioriser ma santé. Ou si mes parents sont malades, peut-être que je vais apprécier de mettre mon emploi un petit peu en retrait pour m'occuper, prioriser l'accompagnement de mes parents, etc., etc. Donc, vous voyez comment la boussole interne est super importante pour avoir envie. Puisque, après, je vous laisse vous poser la question, a priori, quand on est obligé de, ça perd déjà du goût. Non, pas pour vous. J'adore mon métier, je suis prof, j'adore ça, vraiment, et je continuerai tout ce que je peux. Et en même temps, ça m'empêche certains matins de râler et d'espérer, comme tous les élèves le font. Eux, ils espèrent que je serai absente. Moi, j'espère qu'ils seront absents. Ça arrive beaucoup moins souvent. Mais spontanément, mais oui, parce qu'il y a des moments où on est bien dans son lit, on est fatigué, etc. Et ça n'empêche pas que j'adore mon boulot et que j'en fais sans doute plus que etc. Mais forcément, il y a des moments où on a moins envie, etc. Donc comment est-ce qu'on jongle avec ça et comment on redonne une autre valeur au travail ou à l'emploi que simplement le salaire qui va tomber? Et donc là, on retrouve dans les expérimentations, parce que j'y reviens, que les gens n'arrêtent pas de travailler. Si les gens vous disent « Ah non, mais les gens, c'est les gens face aux gens, c'est terrible, les gens vont arrêter de travailler. » Non, pas encore. Les gens vont arrêter de travailler. Eh bien non, parce que le fait d'avoir le choix, juste, est-ce que vous arrêtiez? Eh bien la plupart des gens répondent « Ben non ». D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait en Allemagne en 2008. Cette question, c'était ça. Est-ce que vous, avec un revenu de base, est-ce que vous arrêteriez de travailler? Et là, mais pareil, peut-être que comme moi, tous les matins, ils râlent en se levant, mais là, puisqu'ils ont le choix, à 60%, ils ont dit « non, je continue à travailler comme avant ». À 30%, ils ont dit « je continue à travailler, mais différemment, en fait ». Et alors, soit se mettre à son compte, soit reprendre de la formation, ou travailler à temps partiel, peut-être pour compléter avec du bénévolat, ou avoir du temps pour la famille, etc., etc. Mais il n'y avait que 10% des gens qui disaient « Ah, j'arrête, j'en peux plus ». 10%. Et quand on sait que c'est à peu près le taux, sans doute sous-estimé, des burn-out en Europe, là, après, ça s'appelle de la dépression, ça ne s'appelle pas de la fainéantise. Et c'est une maladie qui se soigne. D'accord ? C'est pas une mauvaise volonté de quelqu'un qui dirait « non, moi, je veux rien faire aujourd'hui, et toc, et pour toute ma vie ». Non, ça n'existe pas. On n'est pas formé comme ça. Donc, on le voit dans les expérimentations. Alors, je vais terminer sur mon sondage, parce que c'est quand même intéressant. À ces mêmes personnes, on leur a demandé « Ok, et les gens, à votre avis, qu'est-ce qu'ils feraient avec un revenu de base ?» Alors, je vous rappelle qu'à 90%, ils avaient dit qu'ils continueraient à travailler. Et à 90%, ils ont dit que les gens arrêteraient de travailler. Et ils ont refait le même sondage en Suisse lors d'une votation citoyenne. Donc là, la petite différence, c'est que les Suisses étaient en plein débat, ils connaissaient l'idée, c'était sans doute déjà projeté dans la question. Et donc on garde 60% qui continuent à travailler. Il n'y a plus que 2% de gens qui arrêtent, parce qu'ils se sont déjà projetés sur l'après-pause, en fait, l'après-vacances ou l'après-stop nécessaire. Et il y avait du coup 38% qui continuent à travailler, mais en changeant leurs conditions de travail, leur temps de travail, etc.
Alors d'autres exemples, hein, si vous en faut, en Alaska, depuis 40 ans d'expérimentation, il n'y a qu'une minorité qui est passée à temps partiel. Aux États-Unis, donc dans les fameuses 4 expérimentations dont je vous ai parlé, la question c'était est-ce que les gens vont arrêter de travailler? Eh bien oui, mais pas complètement. En fait, il y a juste les mères célibataires et les étudiants qui vont travailler moins. Et encore, ça va être entre 10 et 27%. Et puis bon, les mères célibataires et les étudiants, c'est un peu de l'investissement pour toute la société. Donc on comprend pourquoi ils ont arrêté. Et pareil, le loto à vie en Belgique, donc sachez qu'il y avait un loto à vie en Belgique, sur 88 personnes qui ont été suivies, il n'y en a qu'une qui a arrêté de travailler, alors qu'elle savait qu'elle allait recevoir son loto toute sa vie, tous les mois, etc. Donc voilà, on pourrait trouver sans doute d'autres chiffres. Je me suis dit que là, c'était un panel assez flagrant. Et je vous invite à suivre la table ronde sur la transition numérique et écologique, donc revenus de base et intelligence artificielle, pour voir aussi comment tout ça, ça peut s'inscrire dans les changements sociétaux, les changements du monde du travail, etc. Et c'est, j'allais dire pire, non, c'est mieux que ça. Non seulement les gens continuent à travailler, mais même, ils travaillent plus. Et oui, on a une dynamique économique qui est créée juste par le lancement d'un revenu de base. Alors en Namibie, donc je vous en ai un petit peu parlé, c'est une expérimentation qui a duré 1 an et demi, puis plus 6 mois, et sur un village de 1000 habitants. Donc avantage, c'est que pour avoir les indicateurs, on a des chiffres très très précis, notamment en masse monétaire. Au bout d'1 an et demi, il y avait 300% d'activité en plus. Et la masse monétaire avec. En plus de ce qui avait été injecté, le revenu par habitant était de 30% supérieur en seulement 1 an et demi. Pourquoi? Parce que finalement, n'importe qui dans le village, plutôt que de devoir attendre qu'un patron les embauche à un taux horaire suffisant sur leurs propres compétences, dans des horaires compatibles peut-être avec les enfants, etc., eh ben, ils ont créé leur propre activité. Une telle savait faire ci, un tel savait faire ça. Il y avait de la demande dans le quartier et c'est parti. Et en fait, on retrouve aussi là un levier très intéressant qui fait que le Centre des jeunes dirigeants en France, par exemple, est pour le revenu de base. Mais oui, parce que ça sécurise des prises de risques. Plus de peur, par exemple, d'hypothéquer son logement ou sa famille juste parce que j'ai eu une idée, j'ai une envie, j'ai bossé comme un dingue, même la plupart du temps à ne pas pouvoir me payer de façon correcte, au moins au début. Non, là, ça sécurise ça. Et puis, si on se plante, on se plante. Donc, ça crée aussi de la créativité, en fait. En Inde, pareil, l'activité a été multipliée par 2. Il y a eu de meilleures relations au travail aussi. L'épargne multipliée par 3. Et comme dans d'autres expérimentations, Alaska, Allemagne, etc., un des premiers réflexes des gens, c'est de régler leurs dettes. Parce que c'est aussi une forme de dépendance et de charge mentale. Et beaucoup de gens aussi ont investi dans leurs outils de travail, et notamment au Kenya, Ouganda ou Allemagne. Alors ça peut être des petits commerces, ça peut être un moyen de locomotion, ça peut être des fournitures, etc. Et donc on voit comment les gens réinvestissent en fait la valeur travail, mais à partir de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils veulent, et de façon beaucoup plus sereine et audacieuse, du coup, grâce au revenu de base. On retrouve cette relance économique, vas-y, merci, principalement en milieu rural. C'est là que les effets sont les plus flagrants. Effectivement, alors au Brésil, l'exode rural a baissé. En France, c'est l'exode urbain qui pourrait se retrouver plutôt soutenu, pour le coup, avec une relocalisation de la production et de la consommation. Donc, je vous renvoie sur la conférence Transition écologique, économique et locale par Frédéric Bosquet, plus tard. Et donc, on voit comment un revenu de base pourrait rééquilibrer des territoires, que ce soit entre le nord et le sud de notre planète, mais aussi entre les zones rurales et les zones urbaines. Et enfin, un dernier point, le revenu de base, c'est aussi un investissement et une confiance envers les futurs citoyens, nos jeunes, ceux qui vont être locataires de la terre un peu plus tard. Merci beaucoup, Angélica. C'est autour de la formation et de l'insertion des jeunes. En Caroline et en Alaska, on a une baisse du décrochage scolaire et des redoublements, et à l'inverse, une hausse des bonnes notes et des diplômes, avec des études qui se rallongent. En Namibie, on a une baisse de 40% de l'abstention et une hausse de 92% de la scolarisation
surtout centré sur les filles. En Inde, la présence à l'école est multipliée par 3, surtout pour les petites filles. Et en Ouganda, ils ont fait une expérimentation ciblée sur des jeunes, 1200 jeunes de 18 à 35 ans, et on est jeunes un peu longtemps, et ils leur ont versé cash un an de revenus, 400 $. Et ils ont regardé ce qu'ils en faisaient. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? D'abord, ils se sont plus formés. Ils ont gagné 60% de chances d'être embauchés. Ils ont gagné 50% de revenus en plus de ce qui leur était donné. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire fructifier. Ils ont réussi à transformer leur activité en économie. Et leurs achats, ça a été d'abord sur la nourriture. Donc, on revient un peu à mon premier levier. Et ensuite... hop, on fait tout le tour pour aller jusqu'à des petits commerces, pour relocaliser les échanges, etc. Donc voilà, j'ai terminé. Je reprends ma conclusion que je vous avais déjà prévue. C'est que vous voyez les faits, tous les besoins qui sont nourris entre la sécurité, la liberté, l'équilibre économique, la valeur travail, etc. Donc on n'a plus d'excuses, on sait que ça marche. On sait que c'est réaliste et réalisable économiquement, puisqu'il y a plein de propositions qui existent, même en France. Donc moi, je vous propose de ne pas passer par une expérimentation, mais d'aller directement à l'instaurer au niveau mondial. Bon, d'accord, européen, c'est... Bon, d'accord, français, c'est déjà pas mal. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous juste après, donc dans la petite salle à Gopian, pour la table ronde sur les expérimentations en France. J'en ai un peu parlé, mais il y en a 4 qu'on voudrait vous présenter un peu plus précisément. Et si vous restez ici, vous avez Guy Valette avec une conférence sur la sécurité sociale universelle. Merci beaucoup. 2 secondes. Juste pour rappeler ce que vient de faire Virginie, il y a un excellent livre qui s'appelle Utopie réaliste de Rutger Bregman qui raconte un peu toutes ces expérimentations qui ont été décrites par Virginie. Voilà. Si tu mets devant, en fait tu souffles dedans.